Avoir un petit regard sur 4 groupes de travail, 4 activités, 4 notes introductives sur le site du comité d'éthique. Et le premier intervenant, c'est Pierre Jouanet. Nous travaillerons avec Pierre depuis de nombreux mois sur la recherche que j'appellerai ici au bénéfice de l'embryon. Bonjour et merci. Bon, donc depuis 3 ans, le groupe Embryon et Développement a mené une réflexion de manière un petit peu originale. En effet, d'une part, les thèmes sur lesquels le groupe a travaillé n'ont pas été choisis sur sa propre initiative ou sur celle de la direction de l'INSERM, mais ont été définis à partir des saisines formulées par des chercheurs et des médecins confrontés aux difficultés de la recherche sur l'embryon. La deuxième originalité, c'est que la réflexion a porté sur les recherches faites sur l'embryon lui-même et non sur les recherches utilisant des cellules souches embryonnaires, thème habituel des réflexions dans le domaine. Les 3 principaux thèmes étudiés par le groupe ont concerné la légitimité de la recherche sur l'embryon, l'encadrement réglementaire de la recherche et l'information et le consentement. Le groupe a estimé qu'il était scientifiquement et éthiquement justifié de mener des recherches pour améliorer les connaissances sur le développement normal et pathologique de l'embryon in vitro avant son implantation. Et d'autre part, pour améliorer les traitements et procédés utilisés pour assister à la procréation humaine. Cette importance de pouvoir mener des recherches sur l'embryon humain a été confirmée lors de la JRS organisée par l'INSERM en octobre 2015, dont a parlé Hervé tout à l'heure. Mais la position du groupe a été aussi confortée par l'adoption de la loi santé en janvier 2016. En effet, cette loi prévoit, dans son article 155, que des recherches biomédicales peuvent être réalisées sur l'embryon in vitro avant son transfert à des fins de gestation. Il est aussi très intéressant de noter que le Conseil constitutionnel a validé cet article, considérant que la recherche peut prévenir ou soigner des pathologies chez l'embryon. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 155 de cette loi ne méconnaît pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ainsi, 2 des opinions émises par le groupe Embryon et Développement, à savoir que la recherche pouvait être faite au bénéfice de l'embryon et que l'embryon ayant été l'objet d'une recherche pouvait être transféré dans l'utérus à fin de gestation, ont été confirmées par les plus hautes instances de l'État. Si la légitimité de la recherche sur l'embryon est maintenant reconnue, force est de constater que les dispositions réglementaires encadrant sa mise en œuvre sont particulièrement complexes, souvent inutilement pointilleuses et parfois même difficilement compréhensibles. Ce ne serait pas nuire aux meilleures garanties scientifiques et éthiques exigibles que les procédures d'évaluation des projets de recherche sur l'embryon humain soient simplifiées et que les autorisations soient délivrées par un seul organisme possédant toutes les compétences nécessaires. En fait, ces dernières années, la réflexion du groupe a porté principalement sur les questions relatives au consentement à la recherche. Quand il s'agit d'une recherche sur l'embryon, qui doit consentir? L'avis du groupe est que le consentement ne peut être donné que par les personnes qui sont à l'origine des embryons, c'est-à-dire les auteurs du projet parental qui a conduit à leur création. Leur consentement est basé sur leur autonomie, c'est-à-dire sur le fait que les personnes puissent choisir et contrôler ce qui peut raisonnablement être fait en tenant compte des informations et des moyens dont elles disposent. En l'occurrence, le consentement devrait être adapté au type
d'embryon donné à la recherche au moment où le don est effectif, mais aussi à la finalité de la recherche. Deux types de situations peuvent se présenter et parfois coexister lors d'une procédure de fécondation in vitro. Une première est celle où les embryons ne s'inscrivent plus dans un projet parental. La recherche concerne alors des embryons qui de toute façon seront détruits. Dans certains cas, cette recherche est entreprise immédiatement après la fécondation in vitro ou le diagnostic préimplantatoire. Dans d'autres cas, beaucoup plus tardivement, quand la recherche est faite sur des embryons congelés. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible que le consentement soit donné pour un projet de recherche précisément identifié. Ce consentement pourrait être donné pour une ou plusieurs catégories des recherches concernées. On pourrait par exemple distinguer trois catégories de recherche. Celle où la finalité n'est pas l'embryon lui-même. Ce sont les recherches faites sur les cellules souches embryonnaires. Celle où on étudierait de manière fondamentale un certain nombre de processus sur l'embryon pour mieux connaître son développement normal et pathologique. Enfin, les recherches ayant pour but de lutter contre l'infertilité et d'améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation. Et les personnes pourraient choisir, s'ils le souhaitent, entre ces différentes catégories de recherche. Une deuxième situation est celle où la recherche est réalisée sur des embryons s'inscrivant dans un projet parental, c'est-à-dire avant leur transfert dans l'utérus éventuellement. Ce cas de figure nécessite un consentement spécifique, distinct du précédent. Il devrait être tenu compte, en particulier, de la balance bénéfice-risque, ainsi que des conditions de suivi durant la grossesse et après la naissance. Les deux types de situations peuvent coexister. Prenons le cas d'une fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire et qui va créer une dizaine d'embryons. Dès les premières heures après la fécondation, certains de ces embryons vont sortir du projet parental. C'est le cas par exemple d'un embryon triploïde. Ce type d'embryons qui ont été utilisés par des équipes chinoises pour tester les possibilités d'utiliser CRISPR-Cas9 sur des embryons humains. Les autres embryons qui n'ont pas été jugés anormaux vont poursuivre leur développement et faire l'objet d'un diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic peut s'inscrire dans une recherche de type clinique qui va essayer de tester, par exemple, en cas de pathologie mitochondriale, les possibilités d'analyser ces embryons, vont conduire à distinguer deux types d'embryons. Ceux qui, à nouveau, vont sortir du projet parental parce qu'on aura détecté chez eux un problème que l'on veut éviter la transmission d'une pathologie à l'enfant, et ceux qui pourront être transférés dans l'utérus. Ces deux catégories d'embryons pourraient être objets de recherche, ceux qui ne sont plus dans le projet parental, ceux qui sont restés dans le projet parental, on pourra souhaiter par exemple tester des marqueurs biologiques de développement pour voir comment ces embryons auront une meilleure chance ou non de se développer. Donc vous voyez que dans une seule tentative de fécondation in vitro, on a différents types d'embryons, différents types de questions qu'on peut se poser, différentes possibilités de recherche. Et une des difficultés à l'heure actuelle, c'est que des chercheurs intéressés par un travail à ce niveau ont affaire à deux types de procédures d'autorisation de recherche, deux agences de l'État qui vont autoriser les recherches, d'une part l'Agence de la biomédecine, d'autre part l'Agence nationale de la santé et de la sécurité des médicaments. Donc on est dans une situation vraiment trop complexe et il faudrait simplifier l'ensemble de ces procédures. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, comme on l'a déjà plusieurs fois dit depuis ce matin, la valeur du consentement donné est fonction de la qualité de l'information reçue par les personnes. Cette information doit être intelligible et adaptée au mieux aux situations et aux personnes. Il ne peut s'agir d'un formulaire type ou d'un document administratif. Enfin, l'information ne doit pas être faite qu'avant le consentement, mais elle doit aussi être donnée après.
Il serait souhaitable que les personnes ayant donné des embryons à la recherche soient tenues informées du devenir de leurs dons. Il ne s'agit pas de leur dire précisément comment leurs embryons ou les embryons qu'ils ont donnés ont été utilisés, mais de mettre à leur disposition des documents publiés régulièrement qui feraient état de l'ensemble des résultats obtenus grâce aux recherches menées sur l'embryon humain. Donc le groupe considère que l'éthique ne peut pas se réduire à l'élaboration ou à l'interprétation juridique de textes législatifs et réglementaires. Elle se doit de respecter aussi les normes et les valeurs morales qu'il importe de promouvoir et de respecter. En l'occurrence, celles des personnes qui, bien informées, donnent les embryons à la recherche en toute conscience et en toute liberté. Merci.